Merci encore de votre présence avec nous aujourd'hui. Ça fait donc 4 ans, jour pour jour, je le disais, que la Russie a lancé son offensive majeure sur l'Ukraine. Pour me présenter, moi je suis Michel, responsable fundraising communication chez MEAD, et je me trouve actuellement avec 2 de mes collègues à Vinnytsia en Ukraine, où MEAD gère 2 unités de réhabilitation des blessés de guerre. Donc avec moi, pour traduire, Lisa, assistante RH finance, et Freddy, qui est directeur financier, qui font partie donc de cette mission en Ukraine et qui ont gentiment accepté de jouer les traducteurs ce soir. Et bien sûr, nos intervenants, qui sont donc tous 3 salariés de notre mission en Ukraine. Natalia Sopko, qui est la responsable du programme. On a Serhi Poniatowski, kinésithérapeute en chef. Je suis désolée si je prononce mal le nom. Sorry if I didn't pronounce correctly your name. Et Artem Doudarenko, psychologue. Merci à vous 3 d'être avec nous. Nous allons aborder 3 thématiques ce soir et entre chacune, je vous le disais, on va prendre un temps pour répondre à vos questions. Donc, la première thématique, ce sera un état des lieux après 4 ans de guerre. Quel est le quotidien en temps de conflit? Je pense que c'est intéressant de l'évoquer. On parlera ensuite de notre programme vraiment en lui-même, de réhabilitation des blessés de guerre, qui a lieu ici à Vinnytsia dans 2 centres différents. Et enfin, nous aborderons la question de la gestion du stress des soignants, les défis logistiques et sécuritaires lorsqu'on est soignant en zone de conflit. Je voulais d'abord vous donner quelques chiffres sur cette guerre en Ukraine. En 2025, la guerre en Ukraine, ça a été les sirènes d'alerte qui ont sonné plus de 19 000 fois. Seulement 4 jours au total sur l'année sans attaque aérienne et plus de 2500 civils tués. Donc ça, c'est uniquement sur 2025 et bien uniquement les civils et plus de 12 000 blessés. Donc, première question, du coup, pour notre équipe, comment c'est concrètement de vivre dans un pays en guerre? Natalia, à quoi ressemble la vie quotidienne? What the daily life looks like living in a country in a war zone? So living in Ukraine means learning to function inside constant uncertainty rather than reacting to isolated crises. Oui, c'est ça. J'ai essayé de traduire comme je peux, bien sûr. Donc, Natalia, notre programme coordinateur en Ukraine, elle a dit donc vivre en Ukraine, donc dans un contexte de guerre, c'est vivre dans un monde et dans un quotidien incertain et sont rythmés par l'imprévisibilité. Yeah. Air raid alerts interrupt work, sleep, conversations, medical procedures, and sometimes even simple routines like grocery shopping. And over time, we just develop what I would call adaptive normality. Donc, globalement, les alertes aériennes interrompent le travail de tous les jours, le sommeil, les soins médicaux et même les gestes les plus simples, donc comme faire des courses, voilà, deviennent un peu plus compliqués dans ce contexte de guerre, dans le quotidien de tous les jours. And we still continue planning meetings, delivering services, raising children, while simultaneously tracking risks, shelters, power outages, especially a lot this winter, and security updates. Et donc, avec le temps, donc, on développe ce qu'on appelle une normalité adaptative. On continue d'organiser des réunions, d'assurer des services, donc élever des enfants, tout en suivant de près les risques, les abris, les coupures de courant et les informations sur la sécurité. And there is a continuous psychological duality because you kind of live a regular life externally, but internally you're always calculating safety, timing, contingencies. Donc, il existe une dualité psychologique permanente, donc dit aussi qu'elle mène une vie normale en apparence, mais qu'intérieurement, elle calcule sans cesse la sécurité, les imprévus de tous les jours. And what becomes most exhausting is not acute fear, but chronic instability, not knowing what tomorrow is going to look like, living with long-term stress activation, balancing professional responsibilities with personal safety. Et ce qui devient le plus fatigant, le plus épuisant, c'est pas la peur, mais c'est plutôt
Donc, le fait de vivre dans une instabilité chronique, un stress permanent, ne pas savoir de quoi demain sera fait, concilier responsabilité professionnelle et sécurité personnelle. And yet, resilience grows in subtle ways. Community support strengthens. People become highly resourceful. Our priorities shift, of course, but small moments of stability, they become really deeply valued. Et donc, pourtant, la résilience se développe donc subtilement, le soutien communautaire se renforce, les gens deviennent très débrouillards, les priorités évoluent, les petits moments de stabilité prennent une valeur inestimable, d'après ce qu'elle dit. Is it okay for you, Natalia? Yes. Thank you very much. Merci, Natalia. And what about you, Artem? What's the difference between the normal life, the past life, and nowadays? Quelle est la différence, Artem, entre finalement la vie d'avant, la vie en temps normal, et la vie aujourd'hui en temps de conflit? Okay, so can I start? Yeah, you can. Yep. Donc, Artem Judarenko, notre psychologue, dit que, selon lui, c'est très difficile en temps de guerre de pouvoir choisir son avenir. On a tous des projets, on a tous des ambitions, et cette guerre, justement, a une influence sur leur futur, et que c'est donc très difficile de pouvoir prévoir ce qu'ils ont envie pour leur futur. Yeah. Okay. So, and it's maybe not too easy to imagine the impression which you can get after the casual life, then the war period, then returning to the civilian lifestyle with, sorry for that double term, like neuroticism of that period in financial state, in political in general. So it's a bit specific period, and that moment it's a bit difficult to describe the feeling which are produced by it. Donc c'est une sensation qui est très difficile à décrire, la guerre dans le pays, ce que ressentent les civils, et c'est difficile de réussir à avoir une vie normale et de vivre comme un civil normal dans un pays qui ne serait pas en guerre. Like feeling that it's really important, but a bit difficult experience, if we're talking with simple terms. Okay, like important, you mean? Necessary. Okay. Sorry, can you repeat, please? Okay, like important, Yep. but difficult experience. Ok. Donc c'est une expérience très difficile à vivre, le fait de vivre dans un pays en guerre, mais c'est important, like Une expérience importante. oui, une expérience qui a des conséquences sur notre vision de la vie, etc. That's it. Okay. Thank you very much. Thank you very much. And you, Serey, what's your feeling? Quel est votre ressenti about the daily life? Okay. So, first of all, what can I say? One popular phrase, and it sounds like life is strange. But in Ukraine, I would rather say life is strange and unexpected. Donc pour décrire comment c'est de vivre dans un contexte de guerre, je dirais que la vie est très instable et que on vit dans un monde incertain. Yeah, so daily life in Ukraine is like a mix of normal routines and constant adaptation.
Donc, la vie est faite de routines et on doit continuellement s'adapter au contexte de la guerre. So we still go to work, plan sessions, answer messages from our patients. Donc, nous travaillons comme d'habitude et on s'habitue constamment donc, aux alertes pour nos patients, etc. But at the same time, we live with air alerts, power outages, and the reality that the situation can change very fast. La situation de la guerre peut changer très rapidement et donc, comme j'ai dit juste avant, on doit en permanence s'adapter aux alertes aériennes, aux coupures de courant, aux impératifs de sécurité. Yeah. So, like a typical day, including checking safety updates, I would say like that. Also, that just planning our schedule, because at any time we need to, we can just do some pause or something like that and go to the shelter. Donc, tous les jours, en fait, quand il y a des alertes, on doit donc tous les jours, en fait, on doit continuer notre routine de vie, mais quand il y a des alertes, on doit mettre en pause notre vie et aller dans un abri pour se protéger. Yeah, and even on the war, we try to keep structure. So that's work, family, training, small daily routines. Donc, l'essentiel dans ce contexte de guerre, c'est de maintenir une structure, donc conserver ses routines, rester flexible, se concentrer sur ses objectifs, voir sa famille, etc. Yeah, so that's like our main way to keep functioning. C'est notre meilleur moyen de continuer une vie normale et fonctionnelle et qui nous permet d'avoir un futur et des ambitions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Il y a une première question. Il y a 2 ans, Vinnytsia était une zone assez calme, car loin de la ligne de front, avez-vous constaté une dégradation des conditions de vie ces derniers mois? Peut-être Natalia, you could answer. So 2 years ago, Vinnytsia was quite a quiet area, not dangerous, quite far from the front line. Did you see a difference between 2 years ago and nowadays? Yes, of course, I see pretty big difference because Russian attacks, they have different targets during the different times. Since now their main target, especially for the last 2 months, is energy infrastructure, and we have a lot of facilities in the city, like outside of the city, just next to the city. We have more attacks in this last month, and quite often our staff is hearing loud explosions at night and have to hide in the shelter from them. So here we see the difference. Donc la différence majeure, c'est que les attaques ont changé de nature et se sont diversifiées au fil des années. Et il y a maintenant beaucoup plus d'attaques autour de la zone de Vinnytsia et notamment sur des sites énergétiques. Et donc l'équipe entend notamment assez régulièrement la nuit des bruits d'attaques, d'explosions et doit aller se réfugier dans des abris. And another thing, quite often missiles and drones, they come past Vinnytsia. Maybe they're targeting some different region, but they're coming through Vinnytsia, and that's also very scary. Et également, de plus en plus régulièrement, il y a des missiles et des drones qui passent au-dessus de Vinnytsia, qui n'ont pas forcément pour cible la ville ou la région de Vinnytsia, mais malgré tout, ça crée un contexte, un climat de tension, d'inquiétude, de voir passer tous ces missiles, ces drones et de les entendre. Thank you, Natalia. Pas d'autres questions pour le moment, donc on va peut-être pouvoir passer à la présentation de notre activité de réhabilitation des blessés de guerre ici à Vinnytsia, et on espère peut-être bientôt sur d'autres sites en Ukraine. Natalia, la réhabilitation des blessés, c'est vraiment une prise en charge holistique qui couvre à la fois le corps et l'esprit. Natalia, the rehabilitation of war wounded is really an holistic care which covers both physical and mental health.
So rehabilitation in wartime, it goes far beyond physical recovery because war-related injuries are often complex, requiring long and unpredictable recovery path, and progress is rarely linear, and patients are not only dealing with physical limitations, but also psychological trauma. It is loss of their independence and absolute uncertainty about their future. Alors, je vais essayer de traduire ce que tu as dit, Natalia. Donc, tu parlais des blessures de guerre qui sont souvent complexes et nécessitent des parcours de rétablissement lents et imprévisibles. La réadaptation en temps de guerre donc, va au-delà de la simple guérison physique et que les progrès sont rarement linéaires et les patients doivent faire face non seulement à des limitations physiques, mais aussi à des traumatismes psychologiques, à une perte d'autonomie et une incertitude quant à leur avenir. And we're not just restoring the functions, we're helping rebuild autonomy, confidence, and the sense of identity of the patients. Many patients face profound questions about who they are after injury, which makes emotional support essential part of care. Donc, il ne s'agit pas seulement de restaurer les fonctions, mais aussi de contribuer à la reconstruction de l'autonomie, de la confiance en soi et du sentiment d'identité. Donc, nombre de patients se posent des questions profondes sur leur identité après des blessures et comment on peut les soutenir émotionnellement. Donc, c'est très important par rapport à la prise en charge. In this context, rehabilitation is as much adaptation as resilience as it is about clinical outcomes. Dans ce contexte, donc la réadaptation vise autant l'adaptation et la résilience que le résultat clinique. Thank you, Natalia. Merci. Giacomo. Et merci, Fedi, pour la traduction. Sergei, pouvez-vous expliquer en quoi consiste votre travail, donc qui intervient sur la récupération physique des patients? Could you explain what does your job consist of? So, my work is okay. So, my work is rehabilitation, and during the war, the demand is very high. Donc, nous proposons, mon travail concerne les services de réadaptation après qu'une personne ait été blessée. Et il y en a énormément besoin dans un contexte de guerre. And we see a lot of trauma-related cases and complex conditions where early rehab matters. Donc, nous proposons des services de réadaptation en phase aiguë et post-aiguë, donc c'est-à-dire phase aiguë juste après une potentielle chirurgie et post-aiguë donc plusieurs semaines après, pour les patients ayant subi un traumatisme important. So mobility, pain management, respiratory care, prevention of complications, and return to daily activities. Donc, après un traumatisme important, donc par exemple une amputation, la réadaptation est axée sur la mobilité, la gestion de la douleur, la fonction respiratoire et aussi la prévention des complications et le retour à l'autonomie pour reprendre une vie la plus normale possible. A big part is teamwork, so communication with surgeons, nurses, and other team members, especially because timing is critical. Donc, une partie importante de toute cette réhabilitation des blessés, c'est aussi le travail en équipe, donc avec les chirurgiens, les infirmières, etc. Also, we're working with amputees, early positioning, contracture prevention, and phantom pain management. On travaille aussi donc avec tout ce qui est de la prévention de la mobilité et on fait des thérapies comme des thérapies miroirs. Par exemple, quand on a un membre amputé, pour faire comprendre au cerveau que ce membre, justement, a disparu. And rehab under war is not only about physical treatment, that's also about restoring independence.
Donc, la réhabilitation, c'est pas seulement la réhabilitation physique, mais c'est aussi psychologique et ça. Yeah, and like even small steps, for example, independent seating or short walks, can change person totally. Donc, dans la réhabilitation, ça inclut aussi non pas reprendre une vie complètement normale, mais des simples gestes de la vie de tous les jours, s'asseoir, etc. Tout seul, réussir à marcher, faire quelques pas tout seul. C'est tout. Thank you, Sergei, et merci, Lisa, pour la traduction. Our theme, the mental recovery, is also essential in a few words, even if Sergei did already say a few words about that. How can you treat the war mental trauma? I will translate in French my question. La récupération mentale est essentielle également, en quelques mots. Comment est-ce qu'on soigne un trauma de guerre? So we should remember about some factors which are important in that case. Donc, pour la réhabilitation psychologique, je vais donc vous donner des cas, des facteurs qui sont importants, des facteurs importants à traiter. To begin with, it's person's background, so the period of life before trauma. Ok, pour commencer, on parle avec la personne de sa vie d'avant la guerre et d'avant son trauma. Then context of trauma. Why that person get trauma, in when, and etc. Ensuite, on parle du contexte de comment a eu lieu le traumatisme, donc comment la personne s'est blessée, si elle a été amputée, etc. Comment est-ce que ça s'est passé? And also context of therapy and rehabilitation. Et ensuite, on parle donc de comment va se passer la thérapie et la réhabilitation du patient, la récupération, etc. Relatives, medical staff, future, potential, etc. Relatives like father, mother, daughter, wife. Ok, yeah. Donc ensuite, on parle également de la famille du patient, ses parents, ses proches, etc. We aren't got to influence that factors. Got. On ne va pas influencer sur ces facteurs-là. Ok, merci Michel. Mm-hmm. So, in my opinion, main instrument we can use is to provide wounded person with conditions which are safe for him or for her. Ok, donc la première chose qu'on peut faire, c'est mettre en sécurité les personnes blessées par la guerre et les faire se sentir confortables au sein de l'hôpital, etc. et des centres. Without assessments, without our opinions, without recommendations, without our social tenets. Ok. Donc, sans leur faire sentir les tensions, les diagnostics des médecins, etc. You can go. And in that condition, there is opportunity for person to fulfill his or her inner desires, to recovery in the way he or she can choose by herself or himself. Et donc, dans ce contexte où on les fait se sentir confortables, ça donne envie aux blessés, ça leur donne un vrai désir de récupérer leur habilité qu'ils avaient avant le traumatisme. So maybe that's the main point of psychotherapy in context of that conditions. Donc, c'est vraiment le point principal de la psychothérapie après avoir été blessé par la guerre. Something like that. Quelque chose comme ça. Good for you, Artem. Yeah, thank you so much.
Je vois que nous n'avons pas de questions pour l'instant, donc on va peut-être pouvoir passer directement. Je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter, si vous en avez, à poser vos questions. Donc, c'est le petit point d'interrogation en bas de votre écran qui vous permet d'accéder à cette fonction-là et on y répondra avec plaisir. Et pour l'instant, on va donc enchaîner directement sur la dernière partie de ce webinaire, donc la gestion du stress des équipes soignantes, mais aussi les défis sécuritaires et logistiques. En réalité, l'idée, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente d'être soignant quand on vit soi-même et qu'on subit soi-même un conflit. Et du coup, je voudrais peut-être recommencer avec vous, Artem, vous redonner la parole en tant que psychologue, mais également en tant que vétéran. Vous avez été sur le front en tant que soldat avant d'être psychologue. Inutile de dire que ce point-là, il est central pour vous. Alors, comment est-ce qu'on fait en tant que soignant pour ne pas communiquer son propre stress et ses propres traumas aux patients? Et comment on fait pour aider aussi l'équipe soignante à gérer cette question-là? As a psychologist and also as a war veteran, this point is central for you. And so how do not communicate your own stress and trauma when you are yourself living in a war zone? And how do you help your colleague to do so? It's really interesting question. Phenomena of stress is really specific. Donc, c'est une question très intéressante. Et donc, le stress, la gestion du stress est un sujet très spécifique. Due to popular books, due to mass media, so you can think about breathing or doing yoga or something like that. Grâce à tout plein de livres populaires, des aides dans les médias, etc., vous pouvez commencer par essayer de respirer ou peut-être même faire des activités telles que le yoga qui détendent. It can be helpful or not. Ça peut aider ou pas du tout, ça dépend des personnes. So if we remember the fundamental factors which we described in the previous question, maybe that's the reason why it's two individual case for every person. Donc, comme on l'a décrit dans la question précédente de tout à l'heure, il y a plusieurs points fondamentaux pour guérir et ça dépend vraiment des personnes. Les récupérations sont vraiment individuelles et tout le monde ne réagit pas de la même manière. However, instruments that person should use to prevent or fight the stress are really specific for her or him. There are some, maybe there is one important thing to remember. Donc, Try to. Can you repeat, please? Okay, so instruments to fight or prevent the stress are specific for everyone. Ok. Donc, la thérapie pour combattre le stress et éviter de le transmettre, c'est vraiment différent pour chaque personne. But there is one fundamental thing we should remember about. Mais il y a donc un point fondamental. Identifying the problem. Donc, identifier le problème. So if you have ability to understand, oh, I have a problem, it's maybe the most important part of your self-therapy or a therapy of your colleagues, friends, etc. Donc, le fait que vous réalisiez que vous êtes en état de stress et que vous avez un problème, c'est déjà un très grand pas et c'est le premier pas à faire pour éviter de le transmettre. That's it. That's it. Ok. Thank you, Artem, Diakouyou. Et on va continuer avec Serhey. Quelles sont vos propres stratégies de protection? What are your protection strategies? So, as healthcare workers, we deal with two parallel challenges. So that's emotional stress and like practical safety and /logistics.
Donc, il y a du stress émotionnel et lié à tout ce qui est logistique. From the security side, we follow protocols. Pour l'aspect sécurité, donc on suit tous les protocoles pour le stresser le moins possible. We know where the shelters. Also, we're planning our sessions with the patient, and we know that something can interrupt during our session. Donc, on sait où sont les abris et on a des sessions pour gérer le stress. You have session to prevent the stress, like. Okay. I think I didn't understand. Okay. Okay. So this we just read it that something can happen during our session, like normal working day. Okay. So we can be ready that sometimes like, during working with the patients, they can be an error alert and he and the patient need to go to shelter. Ok. Donc parfois ils sont avec les patients et donc il peut y avoir une alerte aérienne et donc ils ont besoin d'aller s'abriter et donc de stopper la session avec le patient. Yeah, and also we also prepared for the blackouts. There's some offline documentation that needed and flexible communication with the patients and teams. Donc ils sont aussi préparés aux coupures d'électricité, à tous les process à suivre et ils communiquent énormément avec les patients pour ça. That's all from my side. Thank you very much, Takoyo. Merci. Merci encore une fois, Lisa, pour la traduction. Je vois qu'il y a une petite question qui est arrivée, mais on va peut-être d'abord laisser la parole à Natalia. J'imagine que gérer un programme au quotidien, ça doit demander quand même beaucoup de flexibilité. So Natalia, to manage daily such a program, it's kind of complex. I guess that you have to be quite flexible. So healthcare workers in war, they live and work under constant pressure, and there is emotional stress from working with patients who have severe traumas, they have difficult injuries, and at the same time, it's personal worries about the safety of themselves, of their family, and their daily life. Donc, effectivement, ça demande de s'adapter. Travail, les soignants en temps de guerre sous une pression constante, donc à la fois dans leur vie quotidienne et dans leur activité professionnelle. Et ils vivent un stress émotionnel qui est lié à la prise en charge des patients qui ont été gravement blessés, qui sont eux-mêmes traumatisés. Et ils doivent aussi, en parallèle, faire face à des inquiétudes concernant leur sécurité, famille, leur vie quotidienne. And over tiredness and stress, they can start to feel normal, which makes it important to pay attention to our own and support each other. Et donc, avec le temps, toute cette fatigue, ce stress, ça peut sembler devenir comme une norme. Et du coup, c'est à ce moment-là que c'est vraiment important de prendre soin de soi et de soutenir aussi dans ces moments-là ses collègues. Security is also part of everyday work because air raid alerts, safety rules, and sudden changes can interrupt treatment and plans, and we must always be ready to adjust, sometimes very quickly. Donc là, on en vient effectivement à l'adaptabilité, la flexibilité, flexibility we were talking about, la sécurité et l'incertitude font partie du quotidien. Il y a des alertes aériennes, des consignes de sécurité, des changements constants qui peuvent perturber l'organisation et donc il faut toujours être flexible et pouvoir s'adapter. Parfois, ça peut arriver très rapidement. And I would like to tell the situation that happened to our team. It was in July in 2024. There was a missile attack just next to one of our centers where we are providing care to our patients. It was ballistic missiles, meaning that they come quicker than the air raid alert. But once we heard the explosions, we started taking patients to the shelter and had to spend some time there. So it was really stressful for the team, for our patients, but we managed.
Je voudrais raconter un événement qui est survenu en juillet 2024. Il y a eu une attaque, it was a ballistic one, une attaque balistique sur un bâtiment situé vraiment juste à côté du centre de réhabilitation. Et donc, c'est arrivé très rapidement. Et du coup, toute l'équipe a dû réagir vraiment et s'adapter de manière très rapide en emmenant les patients dans l'abri. C'était une situation vraiment très, très stressante et qui a dû demander justement une adaptation très rapide et une gestion du stress et du risque. And logistics adds another layer of difficulty because supplies, transport, electricity, and communications, they are not always stable. And this means the team often spends a lot of energy just solving practical problems behind the scenes. Il y a aussi la question de la logistique qui est compliquée à gérer, que ce soit l'approvisionnement, le transport, l'électricité, les communications ne sont pas toujours très, très fiables. Et du coup, ça demande un surcroît d'énergie à toutes les équipes qu'on ne peut pas forcément imaginer quand on vit et qu'on ne travaille pas dans ce contexte-là. En fait, c'est toute une série de petits problèmes quotidiens qui peuvent demander une gestion en coulisses un petit peu plus compliquée au quotidien. And in this environment, resilience is not about avoiding stress. It is about continuing to work, to adapt, and to support patients despite uncertainty. Et dans ce contexte, la question de la résilience, c'est éviter le stress, mais aussi continuer à travailler et à s'adapter. Et c'est un peu ce qu'on disait juste avant avec notamment Artem, à soutenir les patients qui eux-mêmes sont victimes de lourds traumas et malgré toute cette incertitude et cette nécessité de s'adapter. Natalia, good for you. Thank you very much, Natalia. Ndiakouyou. J'ai cru voir qu'il y avait quelques questions. J'ai vu effectivement. Donc, y a-t-il une différence importante entre le stress quotidien des civils et celui des soldats qui reviennent du front? Y a-t-il une prise en charge spécifique et prévue par l'armée? So, is there a difference between the daily stress of civilian people and the stress from veteran soldiers who come back from the front line? And is there a specific prise en charge? Is there a specific care given, provided by the army for those people, those veterans? Natalia, I think this would be right to address this question to our psychologist, Artem, yeah, who is our former military. Artem would be the best one to answer because, as I said previously, you were yourself a soldier in the front line and now you're a psychologist. So if you can answer this question. So I will use words of my war brother, like it was in 2022, and he said the next, like, it's the best period of your life. And maybe you remember. Donc, je vais dire les mots de un ou certains de mes frères de guerre, donc autres soldats qui connaissaient. Vous savez, c'est, entre guillemets, vous savez, c'est la meilleure partie de votre vie. Maybe it's a bit weird example, but also try to remember the final words of Rambo in the first movie. Peut-être c'est un exemple un peu bizarre, mais vous savez, c'est comme la fin d'un... Comment? Se rappeler de la dernière expression du film Rambo. Se rappeler de la dernière expression du film Rambo. Like, I work with expensive vehicles, expensive stuff, etc. It was so fulfilling period. C'était une période hyper intense parce qu'on travaillait donc avec like expensive, cher. Cars. Oui, cher. Cars. Cars. Ok, l'équipement était cher et j'imagine, haute technologie.
and then you should return back to the civilian life Et après, vous devez retourner à la vie normale des civils. with civilian problems. For example, your fridge is broken. Sorry for that, but it's just Avec des problèmes de civils, de la vie normale. Par exemple, votre frigo est cassé. so before there were like really complex operations, and there you should thinking about your fridge, and your wife says you are really stupid because you can solve that problem. Ok, donc pendant la guerre, vous vous êtes confronté à des problèmes complexes et le retour à la vie normale, vous avez des problèmes tout simples comme un frigo cassé. Vous avez votre femme qui vous dit « Allez, s'il vous plaît, s'il te plaît, il faut réparer ça. » Because the stress that they felt during the war was a bit another. Ok, parce que le stress ressenti pendant la guerre was a bit Différent. Différent. Yeah. est vraiment différent. So I think that there is sense in phrase that there is difference between the civilian stress and stress of veteran, of wounded man, something like that. Donc pour Artem, il y a vraiment une différence entre le stress des vétérans et le stress des civils. But I never met the discussion on that topic before that question. So Mais j'avais jamais réfléchi à cette question avant qu'on me la pose aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, it's like the c'était- answer on the second part of the question. So it was good to answer and to have that question today. C'est bien d'avoir cette question aujourd'hui. And maybe to answer the other part of the question, peut-être pour répondre à l'autre partie de la question qui était, y a-t-il quelque chose, une assistance qui est prévue par l'armée? Is there any assistance which is provided, which is planned by the army? Mm. You mean the state of psychology in military units at moment? Yeah. Yeah, if I understood well the question, it was that. Mhm. It's a bit specific because in modern brigades, it's a good tendency to provide military staff with a psychological, support in a better way. Donc, c'est très spécifique et en temps, vous me corrigez si je me trompe, l'armée prévoit un soutien psychologique pour les soldats. Qui est déjà présente dans la brigade où il est, Ok, sur place déjà. ok, qui était déjà présent dans la brigade sur place. But in old units, it's like mystery psychology is like not for us, not today. Ok, donc dans les brigades anciennes, Type, ouais. est-ce que tu peux m'aider, Teddy? C'est ce qu'il voulait dire. Donc, voilà. Donc, dans les brigades modernes où il était, donc en gros, chaque opération était quand même très bien organisée avec des psychologistes qui sont avec eux sur place. Mais dans les anciennes brigades, on va dire l'ancien modèle, le mot, on va dire, la psychologie, le mot psychologiste est très bizarre pour eux. Ils ne pensent même pas à ça. C'est juste pour eux quelque chose qu'ils n'y croient pas vraiment. C'est vraiment un concept ancien et qui n'y croient pas vraiment à ça dans les anciennes brigades. Thank you, Artem. Une autre question. How many people, doctors, nurses, and patients are involved in this project? So I think this is the global project, the rehab in Vinnytsia we have. And how is logistic concretely implemented? So combien de personnes sont engagées sur ce projet à la fois en termes de personnel soignant, donc les médecins, les infirmiers, infirmières et les patients, et comment le projet est concrètement implanté, organisé, comment ça se passe en termes de logistique. So in Vinnytsia, we work in 2 hospitals, and in each hospital we have a team of physiotherapists, psychologists, and social worker.
Donc, on travaille sur 2 unités différentes à Vinnytsia et donc dans chaque unité, il y a des physiothérapeutes, donc des kinésithérapeutes, on peut dire, des psychologues et des assistantes sociales. In each hospital, one of the physiotherapists they perform is physio supervisors, and we also have mental health supervisor. Et donc, dans chaque unité, il y a un responsable, un kinésithérapeute chef et un responsable également des psychologues. And of course, we have a small office team who is me, our logistician, and the person responsible for finance and HR. Et donc, il y a évidemment une équipe de support donc, qui consiste en 3 personnes. Donc, Natalia ici présente, une personne, Irena, qui coordonne toute la partie finance et ressources humaines, et une personne qui est là pour le support logistique, la maintenance, Nicolas. That's it. For the logistics, if we're talking about power outages, we are prepared because we have a generator. We try to charge everything, our laptops, our phones, our medical equipment if needed, if we can charge it during we have electricity. So to be prepared for the power outages, which happen quite often. And Michelle, can you help me? What else means in the logistics? Yeah, I think it was basically the question was about how it is implemented and how it is organized. So I think you answered to the question and I will just translate what you said previously. Donc, concernant la logistique et plus spécifiquement les coupures de courant, donc il y a une application qui permet normalement de savoir quand les coupures de courant vont avoir lieu et donc pour pallier à ces coupures de courant, il dispose de générateurs qui fonctionnent au gasoil, au diesel, mais il prévoit également ces coupures de courant en chargeant tous leurs équipements, les téléphones, les ordinateurs, pour pouvoir continuer à travailler, tous les autres appareils, j'imagine, pouvoir continuer à travailler lorsque les coupures ont lieu, puisque les générateurs, ils essaient de les utiliser quand même avec parcimonie. And also, let's say an important part of the logistics, winter is really cold in Ukraine, and due to power outages, we have some problems with the heating. So our team has warm fleece jackets. Et également, il y a une partie importante à prendre en compte en matière de logistique, c'est évidemment les conditions hivernales en Ukraine. Je ne vous apprendrai rien en disant qu'il fait relativement froid ici l'hiver. Et donc, il faut prendre en compte cette donnée-là. Donc, les équipes, évidemment, ont des vêtements très chauds. Et I didn't remember what you said after the jackets and so on. Yes, so we have warm jackets for our staff. Oui, voilà. Donc, ils ont des vêtements très chauds pour les équipes lorsqu'il y a des problèmes liés au chauffage, puisque, oui, voilà, c'était ce que j'avais oublié de traduire, c'est qu'évidemment, avec les coupures de courant viennent aussi des problèmes liés au chauffage, et donc c'est pour ça qu'ils sont bien équipés. So we try to manage small problems which we can manage, something global we cannot. Donc, on essaie de gérer au quotidien ce qui est gérable, et puis évidemment, il y a des choses sur lesquelles ils n'ont pas prise. Je vois qu'il y a une autre question. Comment arrivez-vous à maintenir l'espoir des victimes sur un jour de paix inconnu? Merci pour leur magnifique travail tellement essentiel. So I will translate. So how do you manage to maintain the hope amongst the victim, the war wounded, as the peace is really uncertain? And also it is Sandrine who asked this question, which is also a kind of encouragement, because she said, thank you for your wonderful work, so essential. So I don't know who would like, je ne sais pas qui voudrait répondre. I would like to address this question to Serine. Serine. Could you please repeat the question? Yes, so how do you manage to maintain the hope for the victims when the peace is really uncertain? We don't really know when the peace will come back in the country. Mm-hmm. Okay. So
To be honest, this is like a bit difficult question because during the last 4 years, we had a lot of different situations and cases with our patients. Pour être honnête, c'est une question vraiment difficile puisque durant les 4 dernières années, on a eu plein de cas différents selon les patients. And also we need to know there's a lot of people was in our project, and also there's each person that's a totally different story. Et vous devez savoir que dans notre projet, on a eu affaire à plein de différents patients qui ont des histoires toutes différentes. And our like daily work, the like main way is motivation. Sorry, I didn't. Like in our daily work, yeah, the main way with communication with our patients is motivation. Ok. Donc, dans le contexte de guerre, la communication avec les patients, c'est une source de motivation pour eux et donc d'espoir. Yeah, and also that's really difficult to explain, especially for me in English because this is not my native language. C'est très difficile pour Selkie de répondre à cette question en anglais parce que c'est pas sa langue maternelle, ni la mienne. Yeah, but what can I say? That's our people are really strong and brave. Ce que je peux dire, c'est que toutes ces personnes sont très fortes et très courageuses. And they just hoping and believe to the whole victory. Et ils croient, ils croient ils ont espoir et ils croient en un avenir en paix pour plus tard. And I would like to add a few words about motivation of our patients to do physical rehabilitation because they're in pain and it is difficult for them. Et je voudrais aussi ajouter quelques mots sur le travail de réhabilitation des patients parce qu'ils sont en souffrance et donc ça leur demande un grand travail sur eux-mêmes. When the patient has a complicated injury or amputation, he loses his independence. He cannot rule his everyday life as he could do before. Quand un patient arrive avec une lourde blessure, une amputation, en fait, il perd son autonomie, sa vie d'avant et sa routine d'avant. But physical therapy gives them the possibility to become independent in some small things. Mais la prise en charge et le travail de réhabilitation physique leur donne la possibilité de redevenir maître un petit peu de leur quotidien et de reprendre la main sur des petits gestes du quotidien. And sometimes the best motivation for patient to start using the crutches if before he was bedridden is the possibility to go outside and smoke a cigarette and have coffee. Et par exemple, parfois la première des motivations pour les patients pour marcher avec des béquilles et aller se déplacer, sortir dehors, ça va juste d'être sortir du bâtiment de l'unité de réhabilitation pour aller prendre un café et fumer une cigarette. Nous vous rappelons que la cigarette est... Ça y est. And quite often, just next to the hospital, you might, like in Ukraine, you might see a war-wounded patient with amputations in his wheelchair, and he will be holding his really hot cup of coffee, the glass of coffee, and he will be carrying it with his teeth. It will be burning his lips, but he is so proud because he can do it by himself. Et c'est pas rare de croiser à côté des unités de réhabilitation, des hôpitaux, des blessés de guerre, des amputés de guerre qui sont dans leur chaise roulante et qui tiennent entre leurs mains une tasse de café brûlante et ils se brûlent les lèvres avec, mais en fait, ils s'en fichent parce qu'ils sont tellement fiers, parce que c'est quelque chose qu'ils ont fait par eux-mêmes. Ils ont réussi à arriver avec leur chaise roulante tout seuls, avec leur tasse de café dehors. Donc, c'était l'exemple de Natalia. And Artem, I don't know if you would like to say a few words about that one, or je ne sais pas si Artem, tu voulais compléter. About hope. Yeah, how to hope. So during you discussing that question, I tried to find my own hope. To be honest, it's too philosophical question. Maybe
I will answering by the joke from real life, because on the beginning of the war, my mother like talking to the aunt, like, you know, that's not Second World War. It can't like be about 4 years. And that moment, it's I'm totally lost. So, I can try. Alors déjà, au début, il dit comment répondre à cette question quand on cherche soi-même l'espoir. Et si je me rappelle bien de ce que Artem a dit, il dit bah, au tout début de la guerre, sa tante, il me semble, lui disait écoute, tu sais, ça sera jamais aussi grave et aussi long que la Seconde Guerre mondiale, ça peut quand même pas durer 4 ans. and today, like the 4th year of the war finished, and mom like, oh, okay. Et aujourd'hui, bah, effectivement, on entre dans la 5e année de la guerre et on voit qu'il n'y a toujours pas de résolution du conflit qui apparaît vraiment clairement. Donc, on vous laisse adresser la conclusion qui s'impose. And maybe I would like to finish because we have no other choice. Et Natalia Because we have no other voilà, choice. termine en disant qu'en fait, ils gardent espoir parce que de toute façon, ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas d'autre choix que garder l'espoir. I think it is time to finish this webinar. Je pense qu'il est temps de conclure ce webinaire qui était supposé durer 1 heure et donc on est pile dans les délais. Donc on va s'arrêter là. Je consulte une dernière fois, mais je vois qu'il y a... Ah pardon, il y a juste une dernière question. On va peut-être la prendre. Finally, someone is saying thank you for all those testimony. And maybe one question, Natalia, is about the... donc, pardon, je traduis juste avant. Merci pour ces témoignages si vivants. Et une question qui demande, êtes-vous impacté par la baisse des financements des bailleurs? So, are you affected by the cuts in the donors' grants? So I think the question is about the USAID cuts mainly. So maybe you would like to answer, and maybe as our financial director is here, he would like to answer as well, and he can do it in French. So Natalia. Since Mehat is also a part of technical rehabilitation working group in Ukraine, we know like about other partners and about other organizations providing similar support to war wounded patients. We know that some of the organizations had to close, some had to shorten their activities, and it's also affecting us, of course. Donc, comme on fait partie d'un cluster, d'un regroupement d'organisations, d'ONG qui interviennent sur ce type de programme de réhabilitation et d'aide aux victimes de guerre, on sait qu'il y a certaines autres organisations qui ont été très affectées, qui ont dû fermer des programmes ou réduire des programmes, et nous, on a été évidemment affectés d'une certaine manière. And since now, like without the financial support from the USA, from USA, many organizations have to search for other donors. So of course, it's affecting us as well. It's affecting everyone. Oui, c'est tout à fait juste ce qu'elle dit, Natalia, c'est qu'en fait, je me permets là un tout petit ajout sur ce qu'elle a dit, c'est que nous, on n'était pas financés directement sur aucun de nos programmes, d'ailleurs aucune zone d'intervention par USAID, mais ce qu'elle explique, c'est que comme USAID représentait 42% de l'aide humanitaire mondiale, ça a évidemment affecté l'ensemble des organisations humanitaires en Ukraine, mais aussi dans le monde entier, puisque toutes les organisations se retrouvent à solliciter finalement d'autres bailleurs institutionnels. Donc voilà, nous sommes évidemment impactés à ce titre-là. Il y a on va dire une concurrence accrue au niveau des financeurs restants. Maybe you would like to add, peut-être que tu veux ajouter quelque chose. Oui, bon, c'est ce que Michel donc était en train de dire. Que globalement, l'aide internationale a baissé. Nous, on a une organisation française financée, on va dire, une majeure partie par vous, par la générosité du public, mais aussi par le gouvernement français. Et je pense que pour
les auditeurs ou les gens qui nous regardent, qui sont en France, vous connaissez plus que nous le contexte actuel aussi en France, qui nous impacte actuellement. Juste à titre d'exemple, le fait qu'un budget n'est pas voté, en fait, ça impacte les décisions du ministère des Affaires étrangères qui est représenté par le centre de crise, le CDDS, qui finance les ONG françaises pour ce genre de projet. Et donc, à chaque fois qu'il y a un retard de vote sur les budgets, donc nous, on a aussi un retard de décision pour savoir si on est financé ou pas, si le gouvernement français va nous financer pour nos activités en Ukraine ou dans d'autres pays. Mais aussi le fait que l'aide américaine, qui représentait 40% dans le monde, a baissé. Ça nous impacte, j'ai envie de dire directement ou indirectement. C'est-à-dire qu'il y a des ONG aujourd'hui qui n'ont jamais demandé des fonds au gouvernement français. Aujourd'hui, ils sont un peu, j'aime pas dire le mot concurrent, mais c'est des ONG aujourd'hui qui demandent aussi des fonds au ministère des Affaires étrangères ou à nos financeurs. Donc, on se retrouve entre guillemets une concurrence bonne, une bonne concurrence humanitaire. C'est que toutes les ONG demandent à tous les donateurs ou les financeurs. Donc, l'impact, il est énorme, mais j'ai envie aussi de parler d'une expérience personnelle. Moi aussi, je vais partager avec vous donc un sentiment que, avec mes échanges aujourd'hui avec les équipes, parce que pour moi, je suis directeur financier de l'ONG, et donc c'est la première fois que je me retrouve dans un pays en guerre. C'est que ce que j'ai remarqué, et c'est un peu triste, c'est qu'aujourd'hui en France, par rapport à 4 ans en arrière, où on entendait parler tous les jours de la guerre en Ukraine, où on soutenait de nos cœurs, en fait, l'arrêt de la guerre. C'est que j'ai remarqué que rien n'a changé, c'est la même chose. La guerre existe encore, les gens en souffrent encore. Il y a toujours des blessés, il y a toujours des gens qui souffrent, des civils qui ont une vie très différente, et que pour nous, les trois, on est là, ça fait très bizarre en fait de se balader dans la rue, d'entendre des sirènes ou des alarmes et on ne sait pas quoi faire, ou de recevoir sur nos téléphones des messages en mode faut se cacher. Donc eux, c'est genre normal, leur téléphone sonne et voilà, on change de direction et on va se cacher, on va dans des abris. Pour nous, on ne sait même pas quoi faire. Juste pour dire, en fait, la guerre n'est pas finie du tout. Les gens sont en train de souffrir encore. La vie, elle est très différente par rapport à ce que nous, on vit. Et voilà, malheureusement, on n'en parle pas assez. Et ce n'est pas que l'Ukraine, même d'autres sujets dans le monde. Mais voilà, c'est juste mon petit message que ce n'est pas fini. Aujourd'hui, c'est 4 ans après, mais ce n'est pas du tout fini. Et voilà, la situation, elle est encore compliquée ici. Et on a besoin de tout le monde, en fait, de vous, des donateurs, de nos gouvernements et de tout le monde, en fait. Eh bien, merci pour cette parfaite conclusion et transition, puisque justement, donc, ce webinaire, il touche à sa fin, et je vous remercie tous de l'avoir suivi jusqu'à maintenant. Et merci bien sûr à l'ensemble de nos intervenants. Thank you to all of you, Dziękuję, as you say in Ukrainian. Et merci à nos traducteurs du jour. Et donc, oui, merci à vous pour votre écoute, vos questions, et aussi pour votre fidélité, votre générosité, parce que je le répète souvent lors des webinaires, mais c'est grâce à vous tous qui soutenez MEAD que nous pouvons agir dans ces zones de conflit. Donc, si vous souhaitez faire un don pour financer notamment les actions de MEAD en Ukraine, normalement, ma collègue Lisa vous a partager le QR code vers la page de don. Donc je vous invite à le scanner. J'espère que vous y avez tous accès, et je vous remercie encore pour votre écoute et votre fidélité, et merci encore à nos différents intervenants. Et n'hésitez pas aussi à parler de nous, notre action, à parler de MEAD, à parler de la situation aussi en Ukraine, puisque mon collègue Fedi le disait à l'instant, le conflit
perdure, mais il fait moins souvent la une des médias. Donc, c'est aussi grâce à vous qu'on peut faire du plaidoyer sur la situation humanitaire de nos zones d'intervention, et notamment en Ukraine. Et n'hésitez pas à parler, à relayer sur les réseaux sociaux, par email, également les actions de l'EAD. C'est par toutes ces petites actions qui, vous, ne vous coûtent rien, que nous, on peut continuer à travailler, à avancer et à faire connaître la situation dans les zones dans lesquelles on intervient. Merci encore beaucoup à tous. C'est la fin de ce webinaire et je vous souhaite une très belle soirée.